Delcy Rodriguez assurera donc le poste de chef de l'État par intérim, a annoncé la Cour suprême du Venezuela. Oui, beaucoup de choses ont changé en très peu de temps au Venezuela. Au lendemain de l'attaque américaine et de l'enlèvement de Nicolás Maduro, qui est maintenant arrivé sur le sol américain, qui va être inculpé, eh bien, le Venezuela doit faire face à donc, une nouvelle réalité. L'attaque d'hier a fait une quarantaine de morts. Une quarantaine de personnes auraient péri, civiles et militaires, les forces loyalistes, d'après le New York Times. Et vous l'avez dit, la vice-présidente Delcy Rodriguez est donc devenue présidente par intérim du Venezuela en l'absence de Nicolás Maduro. Et donc cette même Delcy Rodriguez a fait appel à la fibre patriotique du peuple vénézuélien et a martelé qu'il n'y avait, encore à l'heure actuelle, qu'un seul président au Venezuela. Le peuple vénézuélien est conscient, animé d'un profond élan patriotique. Il exprime son indignation face à ce qu'il considère comme l'enlèvement illégal et illégitime du président ainsi que de la première dame et première combattante Cilia Flores. L'ensemble du Venezuela s'est mobilisé, conformément au décret déjà signé par le président Nicolás Maduro, seul président du Venezuela. Il n'y a qu'un seul président dans ce pays et son nom est Nicolás Maduro Moros. Oui, il n'y a qu'un seul président au Venezuela, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et d'ailleurs, Delcy Rodriguez, dès hier matin, donc au réveil de cette nuit difficile pour le Venezuela, eh bien, elle avait appelé la population à descendre dans les rues. Et aujourd'hui, c'est le fils de Nicolás Maduro qui a réitéré cet appel à la population à manifester, à vraiment grossir les rues. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter certains témoignages du peuple vénézuélien, celui qui manifeste, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, que pense la rue de Caracas. Écoutez. Nous venions de passer un merveilleux Noël dans la paix et le bonheur et tout à coup, nous avons entendu des bombardements de l'Empire américain. Nous n'avons jamais imaginé qu'ils oseraient faire aussi fort, car ici, au Venezuela, nous ne faisons qu'œuvrer à la souveraineté, la paix et le bonheur avec notre président Nicolás Maduro, le président légitime que les Vénézuéliens ont élu pour gouverner notre pays, où nous réalisions un projet commun dans lequel le peuple vénézuélien était organisé et exprimait son avis sur des projets de chacun de nos territoires. Tout cela nous a pris par surprise. Nous le ressentons vraiment comme une atteinte à nos vies. Ce qu'ils font aujourd'hui à Nicolás Maduro et Cilia Flores, ils peuvent le faire à n'importe qui, dans n'importe quel pays d'Amérique latine et du monde entier. Tout simplement parce qu'ils veulent s'emparer de nos ressources. Leur objectif n'est pas la liberté. Ceux qui pensent le contraire sont idiots, vraiment. Leur objectif, c'est le pétrole vénézuélien. Cette guerre est celle du pétrole vénézuélien. Ne pensez pas que parce que les rues sont calmes, nous sommes vaincus. Bien au contraire, ce n'est que le début. Alors préparons-nous, nous le peuple, avec un calme et une sagesse considérables, et avec cet idéal bolivarien qui nous anime, avec la force que nous avons en tant qu'armée de Bolivar. Nous voici pour défendre notre révolution coûte que coûte. Nous sommes là. Nous sommes en posture défensive et nous voulons que notre président reste debout, sain et sauf, par la grâce de Dieu et de Jésus-Christ. Donald Trump ne peut pas prendre les rênes et jouer les Vénézuéliens, parce qu'il n'est pas vénézuélien. Il n'est ni le gouvernement du Venezuela, ni la nation. Il est peut-être président des États-Unis, mais pas de tous les pays. Oui, vraiment très intéressant ces témoignages qui montrent la résilience du peuple vénézuélien, cet esprit de révolution bolivarienne, tout du moins, qui représente les gens qui ont bien voulu répondre à ces questions. Plus tôt dans son intervention, toujours hier soir, Delcy Rodriguez n'avait pas mâché ses mots sur les motivations cachées de cette opération militaire américaine contre l'État souverain vénézuélien. Pour elle, les États-Unis visent avant tout les richesses du sous-sol vénézuélien, pétrole, minerais et autres ressources stratégiques. Une accusation qui fait écho à des tensions de longue date entre les deux pays. Nous avions déjà averti qu'une agression était en cours sous de faux prétextes et que les masques étaient tombés, révélant un seul objectif, un changement de régime au Venezuela qui permettrait également la mainmise sur nos ressources énergétiques, minières et naturelles.
Tel est le véritable objectif et le monde ainsi que la communauté internationale doivent le savoir. Mais le pire, c'est que Donald Trump ne s'en cache même pas. Il a été d'une transparence déconcertante hier soir lors de sa conférence de presse, de quoi confirmer les intérêts économiques et notamment pétroliers qui sont donc au cœur de cette intervention. Je vous propose de réécouter Donald Trump sur le sujet. Comme tout le monde le sait, l'industrie pétrolière au Venezuela a été un désastre total depuis très longtemps. Ils ne pompaient presque rien par rapport à ce qu'ils auraient pu pomper et à ce qui aurait pu être fait. Nous allons faire venir nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus grandes au monde. Elles vont dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures pétrolières en ruine et commencer à générer des revenus pour le pays. Mais au-delà du secteur pétrolier, c'est l'ensemble du processus de transition que Washington entend superviser de très près. Mais de nombreuses questions surgissent. Comment l'administration Trump va-t-elle gérer la transition dans un pays fort de 30 millions d'habitants quand même, où une partie de la population, notamment celle que l'on a pu entendre dans les rues de Caracas, pourrait résister parfois farouchement à cette tentative, à ce changement imposé de cette façon. Et sur ce point, c'est le tout-puissant Donald Trump qui tient les rênes, comme l'explique le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth. Cela signifie que nous fixons les conditions. Le président Trump fixe les conditions. Et en fin de compte, c'est lui qui décidera des modalités. Cela signifie aussi que le trafic de drogue pourrait s'arrêter, que le pétrole qui nous a été pris pourrait nous être restitué, et en fin de compte, que les criminels ne seront plus envoyés aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Marco Rubio, s'est lui également exprimé il n'y a pas si longtemps, en fin de journée. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une guerre contre le Venezuela, mais quant à l'organisation prochaine d'élections, eh bien, ce n'est pas vraiment dans les tuyaux. Écoutez. Des élections ? Eh bien, c'est un pays gouverné par ce régime depuis 14 ou 15 ans. Les élections auraient dû avoir lieu depuis longtemps. Elles ont d'ailleurs eu lieu. Ils les ont perdues, mais les votes n'ont pas été comptabilisés ou ils ont refusé de les compter. Et tout le monde le sait. Je pense qu'il est prématuré d'en parler à ce stade. Ouais, alors que le Venezuela entre dans une ère pleine d'incertitudes, marquée donc par l'absence de Nicolás Maduro, le président, et les ambitions américaines sur les ressources vénézuéliennes, eh bien, la communauté internationale, elle, retient son souffle. Il y a des appels à la médiation qui commencent à émerger, notamment au niveau de l'ONU. Il y aura une réunion du Conseil de sécurité demain lundi, et des pays comme la Chine et la Russie, alliés du Venezuela, qui appellent également à des formes de médiation, tandis que l'opposition vénézuélienne, elle, espère un retour, je cite, à la démocratie. Une chose est sûre, cette crise pourrait redessiner la carte géopolitique de l'Amérique latine et au-delà de ça, tout l'équilibre de cette partie du monde. Merci pour toutes ces précisions, Antoine Clairaut. Merci, Adrien. Donald Trump admet que l'objectif était un changement de régime et son vice-président, J.D. Vance, affirme que cette opération est parfaitement légale. Quel précédent une telle intervention crée-t-elle sur la scène internationale ? Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, cette intervention et finalement l'enlèvement de Nicolás Maduro, ce n'est pas légal, c'est peut-être qu'il y a une légalité du point de vue du droit américain et j'imagine que c'est ce que la juridiction à New York établira face justement à l'accusé Maduro, mais du point de vue du droit international, c'est parfaitement illégal. C'est parfaitement illégal du point de vue de la Charte des Nations Unies, c'est parfaitement illégal aussi du point de vue eh bien justement de la souveraineté aussi du Venezuela, des relations entre les États-Unis et le Venezuela, des différentes conventions de l'ONU sur les relations entre États. Et ce genre de problématiques, qu'il s'agisse en particulier de la question du trafic de drogue, qui pourrait avoir justement un aspect international, eu égard à tous les troubles que cela amène en Amérique latine et particulièrement en Amérique centrale aussi, donc plus au nord du Venezuela, on pense par exemple au Mexique. Certes, eh bien, cette question-là aurait dû dans ce cas-là être discutée auprès du Conseil de sécurité. Donc c'est une action unilatérale qui fait beaucoup penser à des nombreux précédents qu'on a eus en Amérique latine, inauguré par la doctrine du président James Monroe en 1823. Il y a toutes ces guerres qu'on a eues entre les États-Unis et le Mexique. Et puis à partir de 1898, un peu cette formidable poussée expansionniste ou impérialiste avec la guerre hispano-américaine, avec les prises de Puerto Rico, les prises ensuite de Cuba, des Philippines et puis plus tard du Panama qui sera détaché de la Colombie. Et cette dernière intervention là au Venezuela, elle fait penser
dans une certaine mesure aux interventions qu'on a eues au Panama contre Noriega au tout début des années 1980 ou à la Grenade contre le président Maurice Bishop. Mais dans ces deux cas-là, il y avait eu quand même un déploiement de force sur le terrain qui était un peu plus important que ce qu'on a vu dans le cadre de cette opération au Venezuela. Donc pour être clair, non, il y a du point de vue du droit international aucune légalité, aucune justification. Et notamment si les États-Unis parlent de problèmes de sécurité, d'idéologie que peuvent poser le régime bolivarien qu'il y avait au Venezuela. On se souvient qu'en 1984, la Cour internationale de justice, dans le différend opposant les États-Unis au Nicaragua, avait tranché clairement et avait donné raison au Nicaragua contre toutes les excuses qui avaient été avancées par Washington. Alors, quelles sont les perspectives les plus réalistes pour les Vénézuéliens aujourd'hui? Comment les prochains mois pourraient-ils se dérouler pour un pays en pleine transition imposée de l'extérieur? C'est une question un peu difficile. Je ne vais pas faire de pronostic parce qu'on est dans une situation très particulière. Il n'y a pas eu d'intervention, je veux dire, de grande échelle avec une prise de certaines localités, bien qu'il y ait la US Navy qui soit déployée au large des côtes du Venezuela et qu'il y a eu effectivement une intervention des forces spéciales. Un changement de régime plus profond, qui généralement pourrait être un peu plus durable, en tout cas en court terme, implique généralement de changer quand même la structure ou en tout cas une bonne partie de l'élite dirigeante. Et ce n'est pas ce qui a été fait, puisque Delcy Rodriguez maintenant assume les plus hautes responsabilités et elle entend, en tout cas selon ses déclarations officielles, continuer à défendre l'intérêt de son pays. Contrairement d'ailleurs à ce qu'avait annoncé Marco Rubio en disant qu'il avait eu un entretien avec Rodriguez et qu'elle lui avait assuré que le Venezuela serait prêt à faire tout ce que les États-Unis demanderaient. Donc l'avenir est un peu difficile puisque je pense que les sanctions vont être maintenues pour pousser justement le gouvernement de Mme Rodriguez à accepter toutes les conditions posées par les États-Unis. Les États-Unis, on le sait, sont intéressés justement par récupérer une bonne partie des avoirs qu'ils avaient sur place dans l'industrie pétrolière. Ils avaient été chassés il y a plusieurs années, à l'époque, il y a plus de 20 ans déjà, à l'époque du mandat de Chavez. Mais sur place, il y a encore quelques compagnies américaines qui opèrent, mais bien moins que par le passé. Donc l'avenir va être assez imprévisible. Est-ce qu'il y aura par exemple des partisans dans l'opposition prêts à changer le régime, comme on l'avait vu avec les manifestations de masse il y a plusieurs années, quand Guaido avait été reconnu par certains États comme président alternatif du Venezuela, ce qui n'avait eu d'ailleurs aucun réel effet politique sur la destinée du pays à l'époque. Donc on va être dans une situation, à mon avis, où le Venezuela va continuer à faire face à des fortes pressions des États-Unis et les États-Unis pourraient hausser le ton. Est-ce qu'on verra par contre une intervention de plus grande ampleur? C'est difficile puisqu'on a vu ces dernières semaines ou au cours des précédents mois des préparations militaires être effectuées au sein de la population, des armes distribuées à des milices populaires bolivariennes et ainsi de suite. Et c'est un territoire qui est quand même assez large et qui n'est pas facile avec des jungles et autres. Donc je crois que pour l'instant, il est très difficile de prédire l'avenir et qu'on peut par contre s'attendre à toujours plus de pression, en tout cas un maintien des sanctions, tant que le gouvernement de Mme Rodriguez ne donnera pas satisfaction aux injonctions de Washington. Alors justement, parlant de Washington, cette opération pourrait-elle se retourner contre Washington? Quelles sont les conséquences potentielles pour les États-Unis et comment leur stratégie pourrait-elle impacter l'Amérique latine et plus largement le monde? Au niveau, il y a un premier impact qui est celui de la réputation, d'avoir violé le droit international. Trump qui avait annoncé qu'il ne ferait plus de conflits, qu'il ne commencerait plus de conflits à l'étranger, là il va être en porte-à-faux avec une bonne partie de sa base populiste MAGA qui voulait plutôt un recentrage sur la politique intérieure. Maintenant, au niveau de sa réputation, alors encore une fois, comme je l'ai dit, du point de vue du droit international, c'est une action qui est totalement illégale. Alors après, elle sera peut-être justifiée du point de vue du droit américain, mais c'est autre chose. On a vu des chefs d'État européens, on a vu Emmanuel Macron, on a vu Benjamin Netanyahu et d'autres, donc les alliés des États-Unis, les alliés un peu traditionnels, qui ont essayé de trouver toutes sortes de justifications à cette opération. On n'a entendu aucune réelle condamnation de leur part. Pourtant, c'est assez clair, encore une fois, du point de vue du droit international. On a entendu beaucoup de ces chefs d'État critiquer l'intervention ou l'agression, selon comment voir les choses, russes en Ukraine. Mais par contre, ce genre d'opération, pour le moment, est traité avec un langage très diplomatique de la part, en tout cas, des grands alliés de Washington. Maintenant, ça va continuer à nourrir aussi une certaine hostilité vis-à-vis de la politique étrangère des États-Unis, de la personne de Donald Trump. On verra aussi comment ces développements vis-à-vis du Venezuela vont être conditionnés suite aux élections de midterm.
présente souvent les démocrates comme moins va-t-en-guerre. Bon, il y a quand même des néoconservateurs parmi eux, on verra qu'est-ce qu'il en ressortira. Mais je crois que ça va effectivement rendre toujours plus impopulaire le gouvernement et ce mandat en particulier Donald Trump auprès d'une certaine partie de l'opinion publique internationale qui est critique, si ce n'est hostile aux États-Unis suite à toutes ces interventions à l'étranger. Donc pour beaucoup, ça ressemble un peu à un acte désespéré ou à un acte d'agression assez ouvert et un peu finalement les dernières, comme on pourrait dire, réminiscences de l'impérialisme américain historique qu'on connaît. Merci pour votre analyse, Gilles-Emmanuel Jacquet. Je le rappelle, vous êtes chargé de cours en relations internationales, analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. La nouvelle de l'intervention américaine au Venezuela ainsi que l'enlèvement de son président a fait l'effet d'une bombe. Même si le point d'impact se trouvait en Amérique latine, l'onde de choc médiatique s'est propagée largement au-delà du continent, provoquant la colère de milliers de personnes dans les rues. Les rues de Paris, Milan, Naples, Athènes, Brasilia et Berlin sont remplis de manifestants qui brûlent des drapeaux américains, se rassemblent devant les ambassades des États-Unis et scandent des slogans en faveur du Venezuela. Aujourd'hui, on a une administration états-unienne qui prétend être intervenue pour des questions de narcotrafic. Nicolás Maduro serait le dirigeant d'un cartel. Ça, c'est des motifs qui sont fallacieux. Il y a une volonté de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, qui est le premier producteur de pétrole international. Il y a une volonté aussi de mettre à bas un régime, le régime bolivarien, socialiste, qui s'oppose à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le continent latino-américain. Les impérialistes américains sont allés trop loin. Ils ont attaqué le cœur de la résistance latino-américaine. Ils ont attaqué le peuple vénézuélien et enlevé le président Nicolás Maduro en s'emparant du pétrole d'un pays souverain. L'impérialisme américain est allé trop loin. Il s'est ingéré dans les affaires du peuple vénézuélien et nous ne le laisserons pas faire. Notre organisation et notre lutte constitueront l'opposition à cet impérialisme et nous l'emporterons. La communauté européenne garde le silence. Notre gouvernement, qui ne dit rien, continue de financer la guerre en Ukraine, continue de se taire face au génocide du peuple palestinien à Gaza et aujourd'hui encore, concernant cette agression contre le peuple vénézuélien, choisit de ne rien dire afin de ne pas contredire le président américain. Je suis ici parce que, concrètement, l'impérialisme américain sous ce président fasciste a maintenant attaqué le Venezuela et nous y voyons une véritable agression fasciste visant à sécuriser les intérêts américains, ainsi qu'une politique qui accroît considérablement le risque d'une troisième guerre mondiale. C'est pour cette raison que je suis ici. Et je me réjouis de voir tant de personnes différentes réunies pour protester contre cela. Il est essentiel de s'y opposer, parce que tout changement de régime au Venezuela doit venir des Vénézuéliens eux-mêmes. Il n'est pas acceptable que les États-Unis décident de la manière dont un autre peuple doit s'organiser. Cependant, tout le monde ne s'aligne pas pour condamner cette intervention. Alors qu'à Barcelone, la population manifeste contre les actions de Trump, à Madrid, la foule se réjouit de la chute du régime Maduro. Dans d'autres parties du monde, de nombreuses personnes saluent cette opération et la qualifient de libération. Au moins, c'est un point de départ pour sortir de ce cauchemar. Car à vrai dire, c'était un cauchemar absolu. On avait l'impression que ça ne finirait jamais. Et enfin, c'est comme s'il y avait une lueur. C'est-à-dire qu'on peut changer ça, on peut compter sur un vrai changement. Cela restera dans nos mémoires. Je crois que tout le peuple vénézuélien doit avoir la certitude que plus jamais la gauche communiste ne dirigera notre pays. Nous sommes heureux, on fait la fête. Ma fille est ici avec moi. On a appris la nouvelle à l'aube et on a pleuré d'émotion, de joie de voir qu'enfin, ce problème avec notre pays touche à sa fin. Qu'enfin, s'achève la dictature dans notre pays. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et j'ai appris la nouvelle. J'étais très émue, en larmes, heureux et bouleversé parce que Dieu merci, nous recouvrons enfin la liberté après tant d'années. Les réactions officielles face à cette opération militaire au Venezuela sont divisées. La réaction des pays d'Amérique latine a été particulièrement vive. Le président cubain a exigé une réaction immédiate de la communauté internationale. Le président colombien a souligné que seul le peuple souverain avait le droit de résoudre les conflits internes. De son côté, le président brésilien a affirmé que les actions américaines franchissaient une ligne rouge inacceptable et créaient un précédent dangereux pour le monde entier. D'autres nations de l'autre côté de l'océan, dont la Russie, la Chine et les pays de l'Union africaine, ont également fermement condamné l'agression militaire des États-Unis au Venezuela, appelant ces derniers à libérer Nicolás Maduro et son épouse.
Les actions des États-Unis constituent une violation flagrante du droit international, des normes fondamentales des relations internationales, ainsi que des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. La Chine exhorte les États-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Nicolás Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à régler les problèmes par le biais du dialogue et des négociations. Compte tenu des informations confirmées faisant état de la présence du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse aux États-Unis, nous appelons avec fermeté les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légitimement élu d'un État souverain ainsi que son épouse. Nous soulignons la nécessité de créer les conditions permettant de résoudre l'ensemble des différends existants entre les États-Unis et le Venezuela par la voie du dialogue. L'Union africaine insiste sur le fait que les défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela ne peuvent être traités de manière durable que par un dialogue politique inclusif entre Vénézuéliens. Quant à l'Europe de l'Ouest, les déclarations ont été plus ambiguës. Les dirigeants européens demandent le respect des normes, mais soulignent en même temps que la capture du président légitimement élu était tout compte fait un bien pour le peuple vénézuélien. À l'unisson avec Kaja Kallas et Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron a lui aussi rejoint cette chorale. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Ces propos n'ont pas trouvé de soutien unanime. Dans les milieux politiques français, plusieurs partis ont accusé le président de la République d'ignorer la nature illégitime des actions de Washington. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture. Des opinions similaires à celles de Macron et des fonctionnaires européennes Kaja Kallas et Ursula von der Leyen ont également été entendues à Berlin et à Londres. Les réactions débordent déjà le champ médiatique et devraient se multiplier encore en attendant de nouvelles actions de Washington, alors que les nouvelles autorités à Caracas rejettent toute forme de pression américaine. Au sein de l'UE, les avis sont partagés quant à l'intervention américaine au Venezuela. Comment cette opération américaine influencera-t-elle les relations déjà tendues entre Washington et l'Europe? Les actions de Trump pourraient-elles être un nouveau motif de division au sein de l'UE? Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien écoutez, c'est un véritable repartage du monde déjà partagé qui est en train de s'opérer. Et force est de constater que l'administration de Trump a opté pour un coup de force qui est présenté comme une stratégie politique. Et c'est là véritablement le premier problème, puisque c'était un coup de force, un enlèvement qui est présenté comme une stratégie politique et qui, si on écoute l'administration de Donald Trump, devrait être validé, politiquement validé, serait juste et justifié. Et constatant que certains dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron en tête, évidemment, s'est empressé de légitimer cette stratégie politique. On ne pouvait pas en attendre le contraire, puisque Emmanuel Macron est un young leader, donc il n'ira pas contre les stratégies politiques de ses créateurs. Mais c'est véritablement dangereux ce qu'il se passe. Pourquoi? Parce que cette stratégie politique, entre guillemets, n'est pas pilotée par une volonté d'autodétermination des peuples. Et c'est bien là tout le problème. Si l'autodétermination des peuples, et notamment l'autodétermination du peuple vénézuélien, était la force motrice de cette stratégie politique, à la limite, on pourrait peut-être, via des débats, l'accepter. Mais ce n'est pas le cas. L'objectif, c'était d'abord d'attaquer la révolution bolivarienne, donc d'attaquer le peuple vénézuélien. Et surtout, l'objectif de Donald Trump et de son administration, c'est d'empêcher que le Venezuela devienne un élément clé dans les nouvelles routes de la soie et donc via le nouvel ordre mondial multipolaire. Et on se rappellera que juste un peu avant cet enlèvement, puisque c'est carrément un enlèvement, le gouvernement chinois avait mis en exergue sa feuille de route concernant les nouvelles routes de la soie et dans laquelle il avait dit que, le gouvernement chinois avait dit que il garantissait un achat du pétrole Venezuela qui deviendrait un élément clé
du nouvel ordre mondial multipolaire. Donc nous voyons bien là la tentative de cette administration nord-américaine qui est particulièrement dangereuse. Alors justement, en réactualisant la doctrine Monroe, les États-Unis cherchent aujourd'hui à exclure de l'hémisphère occidental non plus les Européens, mais leur principal concurrent, la Chine que vous avez évoqué. À votre avis, le conflit actuel va-t-il aggraver les relations entre les États-Unis et la Chine? Et comment cela pourrait-il affecter le dialogue entre Washington et l'autre partenaire clé du Venezuela, la Russie? Écoutez, la contradiction entre la Chine et les États-Unis a déjà commencé il y a longtemps. Et lorsque nous disons qu'il y a un véritable repartage du monde déjà partagé, c'est très clairement ce qui est en train de se passer. L'objectif, c'est de savoir qui prendra le contrôle du nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les États-Unis? Et les États-Unis, l'impérialisme nord-américain a très bien compris que la Chine avait une certaine longueur d'avance de par la division sociale du travail internationalisée qui est totalement contrôlée par la Chine, de par l'exportation des marchandises mondiales, le flux de marchandises mondiales qui est totalement dirigé par la Chine, de par les moyens de production, de par les moyens de production particulièrement performants en Chine et qui démontrent que la Chine est particulièrement en avance. Et en fait, vous savez, Donald Trump a dit que ce qui était visé, c'était Nicolás Maduro parce qu'il était narco-dirigeant. Mais en même temps, force est de constater que l'ex-président du Honduras, Juan Hernández, qui avait été condamné à 45 ans de prison pour narcotrafic, a été gracié par Donald Trump. Alors, on se rappellera aussi que Donald Trump a déroulé le tapis rouge de Ahmed al-Shara, qui était le dirigeant syrien, qui est un coupeur de tête. Donc nous voyons bien là que l'objectif politique, c'est l'impérialisme nord-américain qui veut tous azimuts ne pas perdre le contrôle de ce monde, du monde unipolaire, néolibéral dont il était la tête pensante. Et malheureusement, c'est pas impossible que cette contradiction aboutisse à un conflit mondial, malheureusement. Et malheureusement, parce que les peuples seront malheureusement les premières victimes. Alors Jimmy Dalido, les prétendues condamnations européennes qui vont parfois jusqu'à la justification de cette agression sont-elles susceptibles d'accentuer la crise de confiance envers les valeurs défendues par Bruxelles? Tout à fait, parce que sur les institutions de l'Union européenne organisées à Bruxelles, d'abord, ne sont plus moralement légitimes. On l'a constaté depuis de par d'autres conflits, je pense notamment au conflit en Palestine, mais vous savez, il y a eu 3 grandes périodes dans le monde dans lesquelles la légitimité morale des institutions de l'Union européenne ont été remises en cause. La première période s'étendait de 1945 à 1954, la deuxième période de 1954 à 1962 et la troisième période de décolonisation après 62. Et déjà, la légitimité morale des institutions de l'Union européenne avait été remise en cause, notamment par les luttes de libération africaine, sur le continent africain. Et cette légitimité morale a été fracturée en fur et à mesure du temps de par la politique guerrière et destructrice de l'Union européenne. Et ça s'est confirmé avec la guerre en Ukraine, qui est très clairement organisée par l'Union européenne, va en guerre. Et l'Union européenne, malheureusement, on le sait, est devenue la chasse gardée de l'impérialisme nord-américain. Et donc, force est de constater que les capitales de l'Union européenne feront ce que Washington leur diront de faire. Merci pour votre analyse, Jimmy Dalido. Je le rappelle, vous êtes auteur et chroniqueur international. Bonsoir Mélan, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Au regard des événements qui se déroulent, merci, bonne année à vous également. Au regard des événements qui se déroulent actuellement au Venezuela, serait-il possible que le même scénario se reproduise en Iran, selon vous? Si l'Iran venait à se faire envahir par les États-Unis, quelle serait la réaction du Moyen-Orient et comment l'Iran réagirait à votre avis? Exactement le même scénario, non, ça serait pas possible parce que l'Iran c'est déjà un très très vaste pays, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais par contre, une intervention prochaine, donc assez proche de la part d'Israël, en particulier avec les États-Unis derrière, c'est tout à fait possible. Parce que maintenant, Trump, il est sur un boulevard, il est en train de gagner. Donc, vous avez vu l'année dernière, il a réussi avec la Syrie, maintenant avec Maduro.
il est, en fait, c'est un joueur. Donc chaque fois qu'il joue, donc il gagne, donc il continue. Et là, mais par contre, avec l'Iran, il a besoin d'un proxy, et c'est bien sûr, c'est Israël. Donc je pense qu'on est très proche d'une intervention. Je peux pas vous dire encore je peux pas vous dire la forme que va prendre cette intervention. Ce sera une intervention militaire. On est très proche d'une nouvelle intervention militaire sur l'Iran. De la part d'Israël avec les États-Unis. De toute façon, Israël ne peut rien faire sans l'aval des États-Unis. Donc, ça sera conjointement et ça se rapproche. Trump, s'il faut pas oublier que le 3 novembre prochain se fera, oui, c'est le 3 novembre prochain, ce les mid-terms, donc les élections de mi-mandat. Et il est dans une fenêtre de tir intéressante parce qu'il aura le temps après de se recouper des questions bien locales, en fait, de s'occuper de sa base électorale aux États-Unis. Mais donc il ne faut pas qu'il attende, il faut qu'il utilise justement ce succès qu'il vient d'obtenir contre Maduro. Il est sur une lancée, il est une bonne fenêtre de tir actuellement. Les Russes sont encore occupés malheureusement avec l'opération spéciale et puis l'Ukraine. Donc il a tous les autres protecteurs de l'Iran, plutôt les complicités, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit les Houthis, ou bien la Syrie. Maintenant, elle est hors course, puis les autres sont très affaiblis. Donc, c'est une fenêtre de tir qu'il a aujourd'hui, lui ou l'État profond, puisqu'on sait très bien que Trump est une marionnette de l'État profond, et il va utiliser le proxy Israël. Mais je ne peux pas vous dire sous quelle forme ça sera, mais on a eu, avec la guerre des 12 jours au mois de juin de l'année dernière, on a eu un avant-goût. Alors, l'Iran va automatiquement riposter, et l'Iran est prête, mais est très déstabilisé actuellement dans ce point interne. Ce qui m'inquiète avec l'Iran, c'est qu'il y a beaucoup de marketing, en fait, beaucoup de communication, de publicité ces dernières semaines de la part du régime iranien, comme quoi ils sont prêts à faire la guerre à Israël. Tout ça, c'est autant de provocations et ça montre surtout beaucoup de fébrilité. Je ne suis pas sûr de la solidité du régime actuel iranien. Ça, c'est le problème. Maintenant, d'attaquer l'Iran comme ce qui risque de se faire tout prochainement, ça sera une nouvelle ligne rouge qu'Israël va passer de nouveau, et ça risque de provoquer l'effet contraire au point de vue de la population, sur le plan de la population, c'est-à-dire que ça risque de rassembler, de réunir de nouveau la population derrière le régime des mollahs. Israël a le coup de chaque fois passer des lignes rouges parce que Israël, malheureusement pour Israël, a tendance à se surestimer. Justement. Chaque fois, on a vu avec les accords d'Abraham, ils ont chaque fois tendance à faire le pas de trop, et après ils vont chercher les États-Unis parce que justement, ils peuvent s'en sortir tout seuls. Israël, de son côté, appelle Washington à mettre en œuvre les avertissements formulés contre Téhéran. À votre avis, est-ce que Tel Aviv pourrait à nouveau s'impliquer militairement, comme cela avait été le cas avec les frappes menées contre des infrastructures nucléaires iraniennes? Donc c'est une évidence. Donc ça va se faire. Donc malheureusement, on va le voir. Netanyahou, il n'a pas d'autre choix. Il est dans une course en avant. Et ça va se faire. Et encore une fois, c'est comme je vous ai dit, donc Trump, il a une fenêtre de tir qui est super intéressante, qui est propice. On peut dire qu'il a une bonne étoile maintenant. Mais bien sûr, heureusement ou malheureusement, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais il sait qu'il doit profiter de l'élan maintenant, début d'année. Il a tous les feux qui sont ouverts. Et bien sûr, comme je vous ai dit, donc Israël, c'est le proxy des États-Unis. Donc ça va se faire. Encore une fois, je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire. Ça ne sera pas le même scénario qu'on a eu à Caracas. Ça sera totalement différent, mais il va y avoir de nouveau une agression contre l'Iran tout prochainement. Alors le président américain Donald Trump, dans son post sur Twitter, déclare, je cite, « Nous avons vraiment besoin du Groenland, absolument ». Il a affirmé que cela est nécessaire pour la défense des États-Unis. Le Groenland est-il aussi une cible probable ? Alors, pas tout de suite. Je pense qu'il y a d'autres cibles avant. Maintenant, ce qui est incompréhensible de la part du Danemark, puisque le Groenland appartient sauf erreur au Danemark, ce qui est impressionnant de la part du Danemark, c'est que le Danemark continue à acheter des F-35 américains. Là, c'est l'Union européenne qui marche sur la tête. Mais vous savez, ce qui s'est passé à Caracas, qu'on apprécie Maduro ou pas, c'est un piétinement
totale du droit international. Mais on l'a vu déjà avec Gaza. Hein. Donc le droit international, on peut dire qu'à ce rythme, le droit international, il est fini maintenant, il n'existe plus. Donc on est entré avec 2026, on est rentré dans une ère qui est très préoccupante, très préoccupante. Moi, je comprends très bien toutes ces manifestations de rue parce qu'on n'a pas envie de laisser ça à nos enfants. On n'a pas envie de laisser ce monde du Far West où le fort, le grand, le brutal agresse le voisin. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'ère Trump. En fait, il s'asseye totalement sur le droit international. Mais une fois de plus, c'est très important. Trump, ce n'est qu'une marionnette. Alors, je m'excuse du terme, mais c'est un charlot. N'oubliez pas que derrière, vous avez toujours l'État profond. L'État profond américain, c'est toujours la même chose. C'est l'armement, c'est la haute finance et la pharmaceutique. Derrière, c'est eux qui tirent les ficelles. Donc, Trump, en fait, il est... mais encore une fois, pour pouvoir satisfaire et répondre aux promesses qu'il avait faites à sa base électorale, et il va devoir rendre des comptes donc, au mi-terme, donc aux élections du mandat, ça sera le 3 novembre 2026 normalement, prochain. Il faut qu'il fasse maintenant et qu'il ait après le temps qu'il ait suffisamment de mois pour pouvoir faire oublier son côté guerrier. Et vous noterez aussi que Trump a reçu donc un prix Fontoche, c'était le prix de la paix de la FIFA, de la Fédération internationale de football à Zurich. Vous remarquerez qu'on commence l'année 2026 en pleine hérésie. C'est le détenteur de ce prix qui est vraiment Fontoche et qui sert à rien du tout, en fait, c'est pour lui faire plaisir, parce que M. Trump, il aime les cadeaux. Hein. Et ce monsieur, avec ce prix, il va attaquer le pays qui a la dernière prix Nobel de la paix. C'est vraiment... En fait, c'est incompréhensible ce qui est en train de se passer. Et je comprends parfaitement les manifestations de rue aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas, c'est la posture de M. Macron, donc Ursula von der Leyen, parce qu'on ne peut pas continuer un monde comme ça. Merci pour votre analyse, François Meilland. Je le rappelle, vous êtes ancien officier de renseignement militaire suisse. Merci une fois de plus.